Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation de comment devenir wedding planner. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es forcément intéressé, alors je t'invite à rester avec moi encore un petit moment. Je me présente, Isabelle Alcantara de l'agence Un mariage de rêve et aujourd'hui nous allons avoir un aperçu de comment devenir organisateur événementiel. Dans cette vidéo, nous allons passer par plusieurs aspects. On va regarder le genre de connaissances dont on a besoin pour se lancer, on va regarder quel type de revenus cela peut engendrer, on va regarder comment vous lancer et franchir le pas, chose qui est particulièrement importante. Et puis surtout, un aspect à ne pas négliger, c'est que avoir des connaissances et savoir comment le faire, c'est bien. Avoir des connaissances marketing pour pouvoir obtenir les premiers clients, c'est mieux. Nous allons commencer par le point de départ. Qu'est-ce qu'un wedding planner? Alors, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà une petite idée, mais ça ne fait jamais de mal d'avoir une petite piqûre de rappel. Un wedding planner, c'est simplement celui qui va coordonner, qui va orchestrer, qui va préparer, qui aura de la coordination de l'événement. Ce sera un chef de projet événementiel. Vous serez là pour chapeauter le tout, mais pas pour faire le tout. Vous ne vous improviserez pas traiteur, vous ne vous improviserez pas photographe. Non, non, non. Vous allez être celui qui va orchestrer tout ça, qui va trouver les prestataires, les soumettre aux mariés. Généralement, il faudra leur soumettre plusieurs choix, car ce n'est pas vous qui êtes en train de choisir les prestataires pour le mariage, c'est bien les mariés qui vont avoir le dernier mot. Et puis, une fois qu'ils ont accepté les devis, etc., vous allez pouvoir dire, ok, alors, qu'est-ce que vous aimeriez, supposons, on va partir dans la partie traiteur. Qu'est-ce que vous aimeriez comme menu? Est-ce que le traiteur est d'accord avec ça? Ok, donc maintenant on sait que les 2 tiers sont d'accord, vous forcément avec. Et puis, comment est-ce qu'on va faire pour que tout fonctionne? Est-ce que les paiements ont été effectués? Est-ce qu'on a eu un devis qui a été signé? Est-ce qu'on a des contrats qui se sont créés? Est-ce que le menu a été établi? Qui est-ce qui va l'imprimer? Comment est-ce que ça va être servi le jour J? Avec quel matériel va arriver le traiteur? Et qu'est-ce que vous ou les mariés devez mettre en place pour que l'arrivée du traiteur se fasse au mieux? A-t-il besoin de chaises? A-t-il besoin de tables? A-t-il besoin de décoration pour par exemple le buffet? Ou est-ce que non, pas du tout, il est 100% autonome, il a juste besoin d'un présentoir par exemple? Donc c'est à vous vraiment de penser à tout ce genre de petits détails auxquels les mariés qui, n'ayant jamais fait de mariage, ne penseront peut-être pas. Et ça vous permettra également d'éviter des mauvaises surprises. Une fois que vous aurez terminé, à vous de dire, ok alors, ça c'est la chronologie du jour J. À telle heure les mariés se lèvent, à telle heure ils font ça, à telle heure il y a le make-up qui arrive, à telle heure le témoin arrive pour préparer le mari, à telle heure il se passe ça. À quelle heure arrive le traiteur pour faire sa mise en place? À quelle heure doit-il commencer un service, que ce soit pour l'apéritif, que ce soit pour le vin d'honneur, donc la cérémonie, l'apéritif qu'il y a juste derrière la cérémonie ou dans l'après-midi par exemple. À quelle heure est-ce qu'il doit remballer le tout pour laisser place par exemple à la partie restauration pour le souper? C'est à vous de regarder vraiment les timelines. Donc un wedding planner va être un spécialiste du mariage en particulier. Il peut y avoir plusieurs appellations d'ailleurs. Wedding planner est un terme anglophone et puis même si à l'heure actuelle beaucoup de gens peuvent le comprendre, certaines personnes vont peut-être avoir un peu de mal et se dire je comprends pas wedding, je comprends pas planner, c'est quoi, c'est un plan, enfin, donc on ne sait jamais. Donc si vous préférez vous auto-renommer organisateur de mariage, organisateur événementiel, coordinateur d'events, consultant, assistant de mariage, vous pouvez vous nommer comme bon vous semble car tout est juste au final. Ce métier commence à faire fureur ces derniers temps. Il nous a été importé tout droit des États-Unis où là-bas, le 90%, si ce n'est plus, de la population engage un wedding planner pour organiser son mariage. Chez nous, que ce soit pour plusieurs raisons, par manque de temps, par manque d'envie, par crainte, parce qu'ils ont peur de ne pas faire quelque chose d'assez bien, parce que par exemple, beaucoup de mes clients, au final, voient beaucoup d'inspiration sur Instagram ou sur Pinterest, et ils sont là genre « Oh, waouh, mais c'est tellement joli !» Et ils ne se sentent pas capables de faire la même chose, ils ne se sentent pas capables de trouver des prestataires qui peuvent leur fournir un travail de cette qualité-là, et c'est là justement qu'ils vont faire appel à vous et que vous allez pouvoir intervenir pour les aider et les guider. Il y a une partie très importante quand même qui est de clairement leur faire comprendre qu'il y a Pinterest et Instagram et qu'il y a
la réalité. Donc faites-leur comprendre que si vous voyez une superbe table avec plein de jolies décorations, un superbe fond, qu'est-ce qui leur plaît réellement dans cette photo? Est-ce que si, selon leur budget ou selon leurs envies, ils vous disent ok, ben moi sur cette table j'ai adoré le verre et la chaise, ok, mais est-ce que ces deux éléments seuls sont jolis? Ou est-ce que ce qui les rend jolis, c'est le fait d'avoir été mis en scène avec tout ce qui est autour? Donc ça aussi, il va falloir avoir ce petit œil critique pour pouvoir les aiguiller au mieux, et puis pas qu'ils soient déçus après en se disant ouais mais c'était quand même vachement plus joli sur la photo. Ben oui, il y avait toute la mise en scène autour. C'est donc un domaine dans lequel de plus en plus de personnes veulent se lancer. D'ailleurs, c'est super, bienvenue à vous toutes et à vous toutes. Cependant, il faut correctement se former, ne pas se lancer les yeux fermés, car si vous avez eu de mauvaises bases, si vous n'avez aucune connaissance élémentaire, vous ne pouvez pas construire quelque chose de durable et fonctionnel là-dessus. N'oubliez pas que la différence entre vous, futurs professionnels, et les mariés, ça doit être l'expérience et les connaissances. Sinon, vous êtes au même stade que le marié. Donc il faut absolument avoir un bagage plus conséquent qu'eux pour pouvoir leur montrer que oui, vous vous y connaissez, que oui, ils vont pouvoir vous faire confiance et que oui, vous allez réussir à assurer derrière. Je reviens avec une nouvelle coupe, j'avais beaucoup trop chaud, excusez-moi. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est organisateur de mariage? La règle d'or, la mission principale qui régit toutes vos activités est la suivante. Vous devez assurer la tranquillité d'esprit des mariés. C'est donc à vous d'expliquer step by step comment est-ce qu'on va arriver au jour J. Pour ça, il y a des rétro-plannings. Ou par exemple, sur l'année, on voit que les 2 premiers mois, il faut plutôt trouver les lieux et les premiers prestataires. Le 2e mois, il faut plutôt commencer à regarder du côté des imprimeries pour la papeterie, envoyer les cartes d'invitation. Après, on voit qu'il faut commencer à trouver la robe. Après, on voit qu'il faut... Et en fait, tout ça dans un ordre chronologique auquel les mariés peuvent ne pas penser, s'en mêler complètement, oublier des détails, et puis petit à petit affiner les devoirs et les obligations des mariés pour arriver à concrétiser le tout et puis arriver au jour J, évidemment. Ils doivent pouvoir s'appuyer sur la wedding planner et doivent avoir toujours la petite voix de la sagesse et de la tranquillité derrière. Car eux, ils vont être super stressés. Mais vous, pas du tout. Vous ne devez pas montrer de stress à aucun moment, que ce soit pendant le jour J, encore moins pendant le jour J, mais aussi également pendant toute la préparation. Pour pouvoir accompagner au mieux vos mariés, il va falloir avoir pas mal de rendez-vous avec eux, dont le tout premier, qui est essentiellement votre base première. Ça va être le premier rendez-vous qui va être décisif pour apprendre à connaître votre nouveau client, connaître ses goûts, connaître ce qu'il n'aime pas aussi et surtout, et puis pouvoir l'aiguiller dans le sens dans lequel il aimerait aller. Ça va vous permettre de connaître mieux la personne et qu'elle puisse également mieux vous connaître. Vous allez pouvoir aussi, vu que souvent la première visite se fait à domicile du client, vous allez pouvoir aussi vivre un peu, voir un peu dans quoi ils vivent, quel est un peu leur style de décoration, et ça va pouvoir vous aiguiller également quant à ce qu'ils vont vouloir pour leur mariage. Ça peut vous donner une petite idée, pas dans tous les cas, mais de temps en temps, ça peut donner un petit coup de main. Essayez de ne rater aucune information. Si par exemple, un jour j'avais une mariée qui m'avait parlé comme ça pour rigoler, qu'elle avait très envie d'arriver en Vespa, donc les petits scooters. Moi forcément, je l'ai noté dans un petit coin, l'air de rien. Et puis bien sûr, elle me l'avait dit ça comme ça, elle le pensait comme ça, mais elle me l'a dit. Finalement, ils sont arrivés en limousine, etc. Pas de souci, mais... j'avais prévu dans le budget une petite location d'une Vespa dans laquelle j'avais rajouté des fleurs, etc. Et du coup, elle était dans le coin photobooth. Du coup, elle a eu sa Vespa. Elle a fait des photos avec la Vespa, en plus elle était toute joliment décorée, etc. pour le mariage. Elle n'est pas arrivée avec, mais par contre, elle l'avait quand même. Et du coup, elle m'a regardé avec des gros yeux, puis elle m'a dit « Mais d'où tu as eu l'idée de faire ça ?» Je dis « Mais tu te souviens, à notre tout premier rendez-vous, il y a 1 année en arrière, tu m'as dit que tu voulais arriver en Vespa. » Alors certes, je pensais bien que ça allait pas être le choix final, mais je l'ai gardé dans un petit coin de ma tête. En vrai, c'était pas dans un petit coin de ma tête, c'était dans un petit coin de mon ordinateur, mais c'est pareil. Et puis elle me dit « Ah, mais c'est super, merci beaucoup, ta. » Ne ratez
aucune petite information. Elles vont pouvoir ressortir à un moment ou à un autre. Donc comme dit précédemment, le wedding planner ne va pas décider tout seul. Il va toujours prendre plusieurs prestataires, les soumettre, avoir plusieurs idées, les soumettre, et ce n'est jamais en aucun cas lui qui prend les décisions. C'est toujours validé par les mariés. Donc pareil, si les mariés veulent faire quelque chose et que vous dites non, mais ça, d'expérience ou de formation, ça ne peut pas fonctionner comme ça, vous allez devoir argumenter. Et si finalement les mariés décident que non, ça va quand même être comme ça, c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui décident. Mais vous, en tant que professionnel, si vous savez que quelque chose va crocher un petit peu plus tard, s'ils prennent cette décision-là, faites déjà en sorte de réussir à relever la situation que ça va entraîner un petit peu plus tard, parce que c'est vous le professionnel et que quand ça vous retombera dessus, parce que c'est à vous de régler le petit souci qui viendra après, ayez déjà une idée en tête de comment faire, parce que ça va être votre rôle à vous. On doit avoir une grosse capacité d'adaptation, parce que le jour J ne se déroule jamais vraiment comme prévu. Il y a toujours 2-3 petites choses qui sont prévues. On travaille dans un métier avec des humains, avec des enfants, des adultes, des prestataires, des professionnels. Donc forcément, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas exactement comme prévu dans le tableau. Mais c'est pas grave. Vous avez la capacité d'adaptation, vous devez être réactif pour pouvoir vous ajuster et avoir justement cette capacité à prévoir les imprévus. Vous voyez ce que je veux dire? On va juste partir sur de la météo. Même si le mariage se déroule un 28 juillet, ayez un plan B sous la main au cas où il pleuve. Il faut toujours avoir des petits plans B et pas seulement sur la météo. Mais par exemple, la cuisine, est-ce qu'on a 2 menus différents pour pouvoir plaire à tout le monde, s'il y en a des végétariens ou pas? Ça, de tous les cas, ça sera à regarder avec les mariés bien sûr, les intolérants, les allergiques, ce sera à voir évidemment avec eux. Au niveau de la quantité de travail, de la charge de travail, cela va dépendre du type de contrat que vous aurez fixé avec vos mariés. Il existe plusieurs sortes de contrats. Il y a les organisations complètes, il y a les organisations partielles. Certains wedding planners s'arrêtent à ces 2 options-là, et puis à la présence le jour J. Moi, j'aime bien en rajouter. J'aime bien avoir du à la carte, j'aime bien avoir ce que j'appelle coup de pouce sur appel. Ça dépendra évidemment, le coup de pouce sur appel ne vous demandera pas la même charge de travail qu'une organisation complète. Pour quelqu'un qui n'a jamais organisé de mariage, on compte environ 250 heures de travail. Donc, dans une organisation complète, vous allez devoir tout trouver pour soumettre au marié et après valider. Lors d'une organisation partielle, potentiellement les mariés vous disent ok, j'ai le lieu, j'ai le traiteur, j'ai le photographe, c'est un de mes amis, mais j'aimerais trouver la déco, j'aimerais une babysitter, j'aimerais des animations, j'aimerais une présence pour le jour J. Et là du coup, votre contrat va commencer comme ça en sachant que vous avez déjà 3 précieuses recherches qui sont faites. Du coup, ça va vous faire économiser un temps précieux, surtout dans la recherche de lieu. Si les délais sont courts, peut-être adapter votre budget par rapport aux délais courts, qui signifiera que tous les prestataires seront déjà pris, que vous allez devoir beaucoup plus chercher pour trouver quelque chose. La présence le jour J, c'est mon contrat préféré. Il vous engage sur moins de temps avec les mariés, mais il est tout aussi important. C'est le contrat que la plupart des mariés prennent d'ailleurs. Il s'agit donc d'être présent le jour J, d'être sûr que tout se déroule bien, de lancer les musiques, de faire en sorte que toute la coordination soit ok. Mais ça n'implique pas uniquement de travailler le jour J. Ça implique de travailler également avec antécédence, histoire de reprendre tout le travail que les mariés ont fait, tout regarder, tout vérifier, s'assurer que tout le monde a été informé de tout, que tous les plannings, etc. ont été mis à jour et que tout le monde a reçu la dernière version. S'assurer que tous les prestataires ont bien reçu leur paiement et du coup seront là le jour J. S'assurer d'avoir des fiches de route avec tous les noms des prestataires, les numéros, les plans A, les plans B, les plans de salle, qu'est-ce qui va arriver en retard, qu'est-ce qui est prévu d'arriver à l'heure, est-ce qu'il y a des intolérants, rappeler en cuisine quelles sont les tables des intolérants, enfin ça demande pas mal de travail avant. Généralement, on dit que une fois que vous êtes sur un contrat, vous devenez le seul interlocuteur entre les mariés et les prestataires.
Imaginez le suivant. Vous avez des mariés qui ont organisé pas mal de choses tout seuls, mais vous reprenez le tout. Et vous ne leur dites pas que les informations doivent toutes vous être transmises à partir de maintenant pour éviter les doubles infos. Ils n'écoutent pas, ils continuent de parler avec le photographe. Vous, 2 jours avant, vous avez dit au photographe, voilà, les photos de groupe, elles vont être juste après la cérémonie. Juste après la cérémonie, il y aura les photos de groupe. Tu laisses un battement de 10 minutes et on commence les photos. Mais la mariée, 2 jours en arrière, elle a oublié de vous transmettre qu'elle avait dit au photographe qu'elle voulait faire le lancer de bouquet d'abord, et puis qu'après il y avait les photos de groupe à la fin de la cérémonie. Peut-être que le photographe a installé le trépied pour les photos de groupe. Et puis, à la dernière minute, il voit que tout le monde est de l'autre côté, en train de faire le lancer de bouquet, alors que lui, il avait déjà préparé tout son matériel là pour faire la photo de groupe. Il doit tout enlever, tout déloger pour aller, ça va faire perdre un temps précieux à tout le monde. Inutilement, ils vont moins pouvoir profiter de l'apéritif, le photographe, ça va le saouler. Enfin, ça c'est tout petit. Mais supposons qu'il y a des problèmes d'horaire, que moi j'ai dit au traiteur de venir à 16h faire la mise en place, alors que les mariés ont dit qu'ils devaient être présents à 18h, et qu'eux ils ont compris que c'était la mise en place, parce que pour eux quand on leur donne une heure, c'est forcément une heure de mise en place pour après pouvoir être apte à servir. Donc moi je dis 16h pour avoir 2 heures de battement pour être servi à 18h, mais les mariés disent qu'ils doivent être là à 18h. Supposons qu'ils n'aient pas compris que les mariés n'avaient pas donné le bon horaire et qu'ils débarquent à 18h. C'est-à-dire que le service ne se fera qu'à 20h. C'est pas possible. Donc du coup, vous voyez, toujours éviter les doubles informations. Et voilà, on a terminé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à demain pour recevoir la deuxième.